Et on prolonge ce documentaire aujourd'hui dans Droit de suite en commémorant à notre manière les 60 ans de la Ve République. Un âge appréciable pour une constitution, mais a-t-elle encore de beaux jours devant elle? Eh bien, nous allons en débattre avec mes invités, en commençant par celui qui a coécrit le documentaire que nous venons de voir, Jean Garrigue. Bonsoir Jean Garrigue. Vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous venez de publier chez Talandier, c'est tout chaud, La République des traites de 1958 à nos jours. Et vous êtes donc surtout ce soir, sur ce plateau, le co-auteur du film que nous venons de voir avec la réalisatrice Bénédicte Loubert, que nous saluons d'ailleurs au passage. Hugues Rançon est à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes député La République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Exact. Anne Levade est en face de vous. Anne Levade, bienvenue. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et président de l'Association française de droit constitutionnel. Et puis enfin, Alexis Corbière est également avec nous. Bienvenue à vous aussi dans ce droit de suite. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La France Insoumise, on va le rappeler d'emblée, et pour ceux qui ne le sauraient pas, bien sûr, qui est partisane d'une nouvelle République, mais on va bien sûr en parler dans cette émission ce soir. Jean Garrigue, vous nous dites la Ve République, finalement, c'est une constitution qui a été écrite par et pour le général de Gaulle. Alors, par le général de Gaulle, on l'a vu dans ce documentaire, les faits sont là pour l'étayer, bien sûr. Pour le général de Gaulle, on est peut-être en droit de s'interroger, néanmoins, parce que 60 ans après, si ça avait été écrit pour le général de Gaulle, on ne serait peut-être pas là pour fêter son anniversaire, son 60e anniversaire. Alors, il en était l'inspirateur. Ensuite, les rédacteurs, c'est notamment Michel Debré, toute une équipe, mais c'est vrai qu'elle est sur mesure. Il l'annonce déjà dans son discours de Bayeux bien plus tôt. 46, on l'a vu dans ce documentaire, bien sûr, le discours de Bayeux. C'est une constitution qui lui correspond. Il veut absolument prendre le contre-pied de ce qu'était l'instabilité parlementaire, l'impuissance du régime des partis de la IVe République, et construire une constitution qui mette en avant le pouvoir exécutif, et notamment celui du président de la République. Donc en cela, elle est taillée sur mesure, parce que la légitimité qu'il a, lui, en tant que deux fois sauveur de la France, en 1940 et 1958, lui permet d'assumer cette fonction présidentielle qui surplombe tous les autres. Le problème, c'est que pour faire pérenniser ces institutions, il n'y aura plus un autre de Gaulle. Et c'est la raison pour laquelle, en 1962, il va procéder à une révision qui est quand même révision fondamentale, qui est celle de l'élection du président au suffrage universel, qui transforme totalement la donne de ce qui, au départ, il faut toujours le rappeler, est un régime parlementaire, un système parlementaire, avec une responsabilité de l'exécutif devant le législatif, qui l'inscrit dans une tradition républicaine. C'est la raison pour laquelle il a proclamé, il a présenté aux Français, plus exactement, ces institutions le 4 septembre 1958, faisant référence au 4 septembre 1870 de la Troisième République. C'est donc un régime, un système parlementaire, mais qu'il va présidentialiser d'abord avec la révision de 1962. Alexis Corbière, c'est toujours difficile de refaire l'histoire. Mais si vous aviez été député en 58, lorsqu'il s'agit de se prononcer pour ou contre cette Ve République, cette constitution, telle que l'a proposée de Gaulle, vous auriez voté contre, au même titre que François Mitterrand, que Mendes? Alors vous l'avez dit, c'est toujours difficile a posteriori de dire ce que j'aurais fait. Mais disons qu'intellectuellement, si j'avais été à ce moment-là, je pense que j'aurais voté contre. C'est-à-dire, j'étais sensible, et je le suis toujours, aux arguments qui consistent à dire qu'il y a une concentration des pouvoirs sur le président de la République. Ça a annoncé ça. Alors, il y a beaucoup d'excès dans tout ce qui est dit. Si on relit, évidemment, même un texte intéressant comme le coup d'État permanent de François Mitterrand, quasiment, il compare... Il l'a écrit en 64, Mitterrand. Oui. Le coup d'État permanent. Mais il compare quasiment aux dictateurs européens de l'époque. Non, moi, je pense que surtout, peut-être, si je peux me permettre, même si... Moi, j'aime beaucoup l'histoire et le documentaire est très intéressant. Mais il faut rappeler, c'est évoqué comment, malgré tout, il y a la crise d'Algérie qui explique l'arrivée de la Ve République. Elle naît quand même dans un coup de force, une menace de coup d'État militaire, disons-le clairement. On sait, c'est l'opération Résurrection, la possibilité, il y a des troupes qui se préparent, je crois qu'elles débarquent en Corse, etc. Et il y a finalement, de la part du général de Gaulle, on va le dire, moi je suis favorable à l'indépendance de l'Algérie, mais aussi une entourloupe, c'est-à-dire qu'il va arriver avec des forces qui l'amène en disant on va avoir là un homme à poigne qui va enfin un peu rétablir l'ordre et qui va
créer des conditions qu'on puisse garder l'Algérie. Il va arriver là-dessus. Et puis après, une fois qu'il aura la possibilité constitutionnelle de pouvoir imposer ce que la 4ème République n'arrivait pas à imposer, il va avancer, ce qui, de mon point de vue, était l'issue logique, vers l'indépendance de l'Algérie. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est ce contexte de crise. Et moi, je suis pour, attention, quand on dit la 4ème République, l'instabilité permanente, la 4ème République met en place la sécurité sociale, on est très fiers, fait beaucoup de choses, mais la 4ème République, et j'en resterai là, vient se heurter effectivement à la décolonisation, bien fou, l'Algérie. Et franchement, la 5ème République, si ça n'avait pas été justement dans ce tour de passe-passe très gaulliste, je ne sais pas si elle aurait résisté. Donc il faut remettre les choses un peu en perspective. Hugues Rançon, alors qu'on comprenne bien, et alors je parle sous votre contrôle, c'est une véritable rupture cette 5ème République, parce que le régime parlementaire, l'âge d'or du parlementarisme en France, c'est la 3e, c'est la 4ème République, là on nous propose autre chose. C'est une véritable rupture que propose De Gaulle quand même. Là, autre chose, et je parle sous le contrôle à la fois des historiens et des constitutionnalistes. On va en parler après avec Anne Levade. Je crois qu'on est quand même profondément, dans la 5ème République, dans un régime parlementaire. Tous les instruments juridiques et tous les critères du régime parlementaire sont réunis. C'est un régime parlementaire qui se méfie du système parlementaire, du système politique, du système des partis, de l'instabilité. C'est un régime parlementaire parce qu'il y a tous les critères. La séparation des pouvoirs, et notamment le fait que le président de la République, le pouvoir exécutif soit bien séparé du pouvoir législatif, mais qu'il y ait des mécanismes de contrôle, la dissolution dans un sens et la question de confiance ou la motion de censure dans l'autre. Il y a un régime qui est particulièrement, je crois, équilibré, qui, à l'évidence, en 62, et vous l'avez dit, connaît une évolution vers une forme de présidentialisation, mais cette présidentialisation, je le crois, ne dénature pas le système parlementaire auquel je crois que nous sommes tous attachés. J'aurais évidemment des points de divergence avec Alexis Corbière, mais je crois qu'il faut sortir du fantasme selon lequel ce serait un système qui concentrerait les pouvoirs aux mains d'un seul. Ça a été un débat à un moment donné. Il a eu raison, Alexis Corbière, de rappeler le contexte politique global dans lequel ce débat a eu lieu, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui caractérise ce texte inventé en 58, c'est déjà qu'il est le fruit d'une longue histoire parlementaire, qui a eu justement les débats bien avant la 5e, dès la 3e, sur le parlementarisme rationalisé, et que ce qui caractérise cette 5e République, c'est aussi sa longévité. Alors vous venez de prononcer ce terme, parlementarisme rationalisé, il a été aussi prononcé dans votre documentaire, et explicité, on regarde, et on en parle juste après avec vous, Anne Levade. C'est une expression qui date de l'après-Première Guerre mondiale, qui consiste à dire le Parlement est là, le Parlement a deux fonctions fondamentales, voter la loi, contrôler le gouvernement, ça, il y a un accord total là-dessus depuis toujours, mais en même temps, il faut que les règles relatives au fonctionnement du Parlement, les règles relatives aux relations entre le Parlement et le gouvernement soient organisées de telle manière qu'il y ait la plus grande stabilité possible pour le gouvernement et qu'en tout cas, le Parlement soit dans une situation où il ne bloque pas le travail gouvernemental. C'est-à-dire un Parlement où on discute moins, on délibère moins, on passe moins de temps à des grandes controverses, où l'exécutif, qui devient gouvernant, donc autonome, a plus de poids. Alors le parlementarisme rationalisé, bon ça c'est une notion qu'on nous définit dans ce documentaire avec ces deux experts, dont Didier Mauss, lui aussi professeur de droit constitutionnel. Puis moi j'ai regardé à France, régime, on voit un régime semi-présidentiel. Alors on n'est pas tout à fait dans le régime parlementaire que vient de nous décrire Hugues Rançon. On est dans quel régime là, Anne Levade? On n'est plus vraiment dans un régime parlementaire, on est dans un régime semi-présidentiel. Expliquez-nous là. Alors semi-présidentiel, d'abord c'est pas une catégorie juridique, enfin c'est pas une appellation labellisée. Ouais. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un régime à part. On a un régime à part, d'abord parce que ça a été dit, on est les recordman mondiaux du nombre de constitutions, on a tout essayé en France depuis 1791, et finalement on n'a rien aimé, et à partir de 1875, on essaie durablement le régime parlementaire. Simplement, ce régime parlementaire, 3e puis 4e République, il ne permet pas de gouverner de manière stable le pays parce qu'on s'aperçoit, il ne s'agit pas du tout de dire que toute la 3e ou toute la 4e République sont catastrophiques, mais on s'aperçoit qu'il y a un mal français qui est le renversement systématique et à répétition des gouvernements. Il y a toujours un chiffre qu'on prend et qui est simple à retenir, un peu moins de 12 ans pour la 4e République, 25 gouvernements, ça donne une idée de la durée de vie moyenne. On pourrait retrouver un chiffre identique à peu près en Italie
dit d'ailleurs, hein, qu'un régime parlementaire est absolument souffert d'instabilité. Hein. Mais en réalité, c'est pas la nature du régime qui est en cause. Je crois que c'est la question de la coïncidence d'une nature de régime avec une culture politique, j'allais dire presque un comportement politique qui est le comportement français. Et donc, la Ve République est, moi je partage ce sentiment, un régime parlementaire parce qu'il en présente les caractéristiques, il n'y a aucun doute. Dissolution, renversement possible du gouvernement, ça ce sont les conditions du régime parlementaire, ça n'est pas un régime présidentiel. Mais comme effectivement le chef de l'État a, ou en tout cas peut avoir, cette place particulière en fonction des circonstances, les juristes, qui adorent inventer de nouvelles catégories, se sont essayés à trouver une appellation spécifique. Le fond de ma pensée, c'est que semi-présidentiel, à tendance présidentialiste, tout ça n'est pas très important, ou en tout cas on peut faire des thèses ou des colloques sur le sujet, mais ça ne change pas la face du monde. Moi ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas sûre que la Ve, elle soit pour le général de Gaulle, je crois surtout, et je crois que c'est ça sa force, qu'elle est finalement pour le tempérament politique français. Et peut-être c'est-à-dire le tropisme bonapartiste qui est aussi évoqué dans votre film, Jean Garrigue. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas tant une question de tropisme, c'est que finalement... Il y a encore besoin d'un chef, finalement? Oui, mais moi ce que je trouve, c'est que le président de la République, il n'est pas si fort que ça sous la Ve. Il est fort quand on en a besoin. D'ailleurs, la preuve, sous la cohabitation, il s'est tout à fait resté, j'allais dire, dans le périmètre d'un chef d'État de régime parlementaire. C'est pas tout à fait la reine d'Angleterre, mais... Finalement, il est plus proche de la reine d'Angleterre que la figure gaullienne qu'on a traditionnellement. Et la Constitution de 58, elle permet en fait cette modulation. Alors on peut discuter politiquement de la question de savoir si c'est bien d'avoir un président trop présent, pas assez présent à tel ou tel moment, mais ça ne définit pas de manière figée la fonction présidentielle, ça permet de s'adapter. C'est peut-être ce qui explique que finalement ça ait fonctionné. Bon, je vais passer tout de suite un deuxième extrait pour évoquer la présidentialisation. Vous avez évoqué un petit peu les uns les autres. Et c'est ce que vous avez appelé dans votre film le deuxième souffle de la Ve République, 1962, l'élection du président au suffrage universel. C'est là qu'on rentre dans le nouveau monde. Avant, c'est des tâtonnements. Avant, c'est des histoires de conjoncture. Avant, on est encore pendant la guerre d'Algérie. Donc, beaucoup de choses s'expliquent par la peur des conséquences de la guerre d'Algérie. À partir de 62, on est vraiment sous la Ve République. C'est ce que Raymond Aron a appelé, je crois à juste titre, la deuxième naissance de la Ve République. Si vous voulez. La Constitution est née en 1958. La Ve République, en tant que régime politique, avec le poids de son président et son système majoritaire, même y compris ses périodes de cohabitation, est née à l'automne 1962. Bon, alors, on a présidentialisé ce régime avec cette nouvelle légitimisation du poste de président de la République, avec ce vote au suffrage universel. On a vécu dans ce documentaire, hein, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, forfaiture, crie Monerville au Sénat, hein, et puis il y avait le cartel du non, hein, c'est-à-dire qu'il avait tout le monde contre lui. Est-ce que ce tropisme à présidentialiser ce régime n'a pas perduré, ne s'est pas amplifié jusqu'à nos jours aujourd'hui? C'est quand même un peu la question qu'on peut se poser aussi. Oui, parce que la révision de 1962 n'est pas le seul élément de cette présidentialisation. Il y en a bien d'autres. Et ce qui s'est passé sous la Ve République, c'est quand même une subordination progressive à la fois du Premier ministre. Il ne faut pas oublier qu'on a un exécutif bicéphale. Et qu'a priori, c'est le Premier ministre qui, lui, tire sa légitimité de l'Assemblée nationale, qui doit diriger la politique de la nation. Et peu à peu, on l'a bien vu, d'ailleurs c'était la pratique du général de Gaulle dès l'origine, en réalité, même si lui ne parlait pas de collaborateurs, comme Nicolas Sarkozy. Avait parlé de François Fillon. Avec François Fillon. On voit bien que le général de Gaulle, c'est lui qui infuse les objectifs que le gouvernement est chargé de mettre en pratique. Et puis, il y a une subordination aussi du Parlement et de la majorité parlementaire. Ça, c'est un autre aspect aussi. C'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Eh bien, on s'aperçoit, et ça commence d'ailleurs notamment avec le moment où François Mitterrand, en 1981, dissout l'Assemblée nationale pour avoir une majorité conforme à l'élection présidentielle. Ça va évidemment se concrétiser avec la révision de 2000 qui va coupler élection présidentielle et élection législative. Plus le quinquennat.
tout ça, plus 2000, et ça a été un référendum. Les Français l'ont voté, quinquennat. Tout ça de manière évidente transforme la relation entre le président, le Premier ministre et la majorité parlementaire et subordonne de plus en plus cette majorité au président. Et ça pose un problème d'évolution, alors certains pourraient dire de dérive de ces institutions. Alors Hugues Rançon, Alexis Corbière. Oui, moi je pense... on se présidentialise de plus en plus, on hyper-présidentialise, maintenant c'est un terme aussi beaucoup utilisé. Présidentialisation, sans aucun doute, en 62. Présidentialisation, je le crois, encore plus forte avec le quinquennat, qui remet le président vraiment au centre du jeu. Alors, dans le texte, les institutions sont bien faites. Le président de la République, il définit un cap, une stratégie. Le gouvernement pilote l'action politique et la majorité et le Parlement est là pour discuter des dispositions. Les choses sont bien faites. Les choses ne sont en effet pas toujours aussi simples que cela. À l'évidence, il y a une présidentialisation. Pour autant, mais Jean-Garrigue laisse entendre que c'est un peu au détriment, et même beaucoup au détriment du pouvoir législatif. Vous n'avez pas utilisé l'expression de député Godillot, mais moi je vais l'utiliser parce qu'elle date de 60, des années 60, et de la majorité qu'avait dégagé Charles de Gaulle. Jacques Chaban-Delmas, qui était président de l'Assemblée nationale, lui-même s'élevait contre cette vassalisation de la majorité parlementaire. C'est une expression des députés gaullistes même qui disaient « nous sommes les godillots du général ». Du général. Alors, je vous ai coupé, Hugues Rançon, je vous laisse finir, et ensuite Alexis Corbière. Toujours s'ériger contre la vassalisation, quelles que soient les époques. Et ça, je pense que nous serons tous d'accord, et moi le premier. Ce que je veux dire, c'est qu'en 1986, première cohabitation, on voit bien à ce moment-là que la répartition des tâches est bien faite. Et quand Mitterrand nous dit le texte de la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, il revient justement à l'essence même de l'esprit de nos institutions, lui qui les avait tant combattues, ce qui permet justement au système politique français de bien fonctionner et de comprendre que la présidentialisation n'est pas un problème inhérent à la Ve République, mais que c'est la pratique qui peut parfois, en effet, la faire un peu dériver. Non, mais moi, je crois que, moi, je suis critique, évidemment, de la 5e. Je pense que je suis pour la retraite à 60 ans vis-à-vis des salariés. Et je pense que cette Constitution, à 60 ans, il est temps qu'elle prenne sa retraite et qu'il y ait un grand débat constituant dans le pays. Justement parce qu'elle se présidentialise trop. Voilà. Moi, je pense que l'évolution majeure, au-delà de la critique, je pense, originelle, il y a effectivement, avec le quinquennat, on a aujourd'hui une élection. En plus, on peut même rediscuter de l'hypermédiatisation de la vie politique que peut-être même le général de Gaulle n'avait pas bien perçu en 58. Mais bon, on a aujourd'hui une élection phare autour d'une femme, un homme, une ultra-personnalisation d'un personnage, à partir d'un souffle électoral qui amène aussi à ce qu'une majorité, avec un mode de scrutin qu'il faut interroger, suit l'élection logiquement. À tel point, alors évidemment, par exemple, moi, la France Insoumise fait plus de voix que le groupe socialiste et il y a 30 députés socialistes, il y en a 17. Je crois que La République En Marche... Il n'a rien à voir avec la Constitution. Non, mais qui en rajoute, c'est-à-dire d'une déformation du Parlement par rapport au vote des Français. Un taux d'abstention qui doit quand même nous interroger sur la législative qui suit, et puis, etc. Donc tout ça, on ne peut pas quand même le mettre de côté. Je pense que c'est un régime qui est c'est intéressant ce que vous venez de dire quand même sur le mode de scrutin. Pardonnez-moi, Alexis Corbière, parce que le mode de scrutin aujourd'hui, c'est le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui a été écrit sur le sujet. Il semblerait que, finalement, la solidité dans le temps de cette Constitution tiendrait pour beaucoup, justement, à ce mode de scrutin. Oui, mais je l'interroge. Alors, une fois de plus, je prends mes comment dirais-je, des réserves. Non pas, je ne suis pas un déçu de l'élection qui veut la refaire, mais je regarde. Il s'agit que c'est Emmanuel Macron, très bien, avec le président de la République, fait 24% des voix, 18% en vérité des électeurs inscrits. Il est projeté vers le second tour. Fort logiquement, c'est l'extrême droite, le peuple n'en veut pas. Et vous avez un homme qui, à partir de là, est élu président de la République et qui, sur la base de sa victoire, invite les Français à l'aider. Sur la législative qui suit, une abstention quand même assez forte. Et je répète, si on avait une proportion, pardonnez-moi, mais si on avait une proportionnelle, on serait retombé dans le mode de scrutin de la 4e, par exemple, pour le coup, même de la 3e. Mais quel est le problème? Non, mais attendez, au bout d'un moment... Et peut-être à nouveau dans les combinations, le régime des partis. Non, mais cher Jean-Pierre, c'est intéressant comme idéologiquement, on en vient aujourd'hui à justifier qu'il vaut mieux une Assemblée nationale qui ne représente pas
le courant d'opinion du peuple, et qu'on trouve normal, une fois de plus, que République En Marche, qui fait à peu près 30% des voix et 60% des députés, on trouve normal que le Front National, je vais être provocateur, moi qui suis un ennemi des idées du Front National, qui au second tour de l'élection présidentielle, on banalise le fait ils n'ont que 8 députés. Est-ce que c'est bien ce système qui fait que Jean-Luc Mélenchon, qui fait 20%, 19,5% des voix à l'élection présidentielle, n'est que 17 députés, c'est-à-dire 8% de la... etc., etc. Est-ce que cette distorsion du Parlement, qui est le seul petit lieu de contre-pouvoir bien faible par rapport au pouvoir présidentiel, est-ce que tout ça, finalement, on n'en vient pas à être une illustration du fait qu'il n'est pas vrai. C'est un régime parlementaire, tout de même, où aucun député, en l'occurrence, c'est En Marche, c'était la même chose avec les socialistes précédents, tout le monde sait bien qu'il a été élu parce qu'il a sur son affiche la photo et moi-même, je vais le dire, je suis élu parce que j'ai la photo de Jean-Luc Mélenchon, Hugues Rançon est élu parce qu'il a la photo d'Emmanuel Macron, mais c'est la vérité. Et au bout d'un moment, c'est la personnalisation, l'incarnation. Alors, c'est pour ça que je dis tout ça. Alors, remettons à plat. Moi, je suis pour que le citoyen reste actif entre les élections. D'où mon idée d'une 6e République. Mais observons tout de même le danger que comporte aujourd'hui cette 5e République, qui fait que, franchement, vous êtes député essentiellement élu dans l'aura d'un candidat présidentiel. Alors, mais c'est juste pour répondre, parce que vous avez été un peu mis en cause, d'une certaine manière. Non, et ensuite, on n'est pas évidemment mis en cause, mais je conteste le fait que le mode de scrutin soit de nature à... il ne s'agit pas d'une question institutionnelle. Le mode de scrutin, c'est de la loi, et on a eu des expériences. Mais il a garanti des majorités. Proportionnelles, et notamment il a garanti des majorités. On demandera son avis. Je veux juste vous dire qu'on nous a souvent dit que le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours interdisait à des formations alternatives d'accéder au pouvoir, que c'était nécessairement la droite de gouvernement ou la gauche de gouvernement qui allait se retrouver majoritaire. Nous avons été la preuve, il y a 1 an et demi, que cette vue de l'esprit était une fiction. On peut aujourd'hui devenir majoritaire en ayant des propositions alternatives et en étant en adéquation avec les attentes Hugues, parce qu'il y a une forte vague dégagiste, d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'on avait déjà vu ce phénomène, mais qui porte en elle-même la suite. Elle ne s'arrêtera pas à votre élection ni à la mienne. Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République, et je sais qu'il aurait souhaité. Il vaut mieux quand on se présente à une élection. C'est bien normal. Il aurait bénéficié de la même mécanique sans aucun doute. Mais que précisément... on aurait convoqué une assemblée constituante. On nous a toujours dit, et le Front National nous a toujours dit, ce mode de scrutin est un scandale, nous ne pourrons jamais accéder au banc de l'Assemblée nationale, puisque nous en sommes de facto exclus par le mode de scrutin. Nous avons prouvé, nous, comme vous à la France Insoumise, que c'était une vue de l'esprit, qu'on peut aujourd'hui être élu dans la 5e République, à la seule condition qu'on rénove les pratiques politiques et qu'on soit sur une proposition alternative. Alors, ça, je crois que ce discours a été déconstruit. Alors, sur le mode de scrutin qu'on a évoqué, on a souvent dit, vous allez voir, la 5e République, c'est le bipartisme garanti pendant toute la durée de la 5e. 2017, c'est assez intéressant ce qui s'est passé. J'ai souvent entendu dire que le mode de scrutin dans la 5e, ça garantissait en quelque part, on aura le droit au bipartisme tant que la 5e durerait. On n'a jamais eu stricto sensu de bipartisme, c'est-à-dire 2 partis. On a toujours eu une bipolarisation, c'est-à-dire effectivement un clivage pour moi, le terme était inexact de ma part. J'ajoute d'ailleurs que dans la logique initiale de la Constitution de 1958, l'un des points que n'a pas obtenu Michel Debré, et pourtant il y tenait beaucoup, c'était un scrutin majoritaire à 1 tour, c'est-à-dire à l'anglaise. Là, on aurait sans doute eu du bipartisme, avec effectivement le mécanisme extrêmement brutal qu'on connaît en Angleterre. C'est-à-dire que celui qui arrive en tête. Exactement. Voilà. Ce qui se passe au Royaume-Uni. Grande-Bretagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même au Royaume-Uni, et ça me permet de réagir à ce que vous disiez, même au Royaume-Uni, avec ce mode de scrutin qui perdure, on voit que le bipartisme n'est plus tout à fait ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il est chahuté notamment par des partis autonomistes, écossais, gallois, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, je pense qu'il ne faut pas se tromper de crise, si j'ose dire. Moi, de mon point de vue, la crise, elle n'est pas institutionnelle ou constitutionnelle aujourd'hui. Il y a une crise qui touche tous les pays, qui est celle de la démocratie, et en particulier de la démocratie représentative. Dont acte. Le débat sur le mode de scrutin, on peut l'associer à cela. Et les questions que vous posez les uns et les autres sont de vraies questions. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, on privilégie ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, un mode de scrutin qui permet de gouverner en assurant une majorité, ou est-ce qu'on privilégie une représentativité plus exacte du paysage politique, sachant qu'il est très éclaté aujourd'hui, et que cet éclatement peut poser des problèmes de gouvernement. Volontairement, je ne prends pas position pour pas et nous faire retomber dans le régime des partis, en revanche, montré du doigt par le général de Gaulle. Oui, mais les temps ont changé. Donc avant 58. On ne peut pas absolument être certain que les mêmes causes produiraient les mêmes effets, puisque en même temps, le schéma politique a beaucoup changé. Mais j'observe quand même 2 choses. C'est que, à l'exception peut-être de la France Insoumise, c'est vrai que la plupart de ceux qui veulent une 6e République, et je pense notamment à des projets qui avaient été formulés il y a une dizaine d'années, bien souvent ne touchent pas à l'élection du président au suffrage universel direct, parce que ça reste
dans la symbolique institutionnelle, un acquis démocratique. Et deuxième chose ? Et la deuxième chose, c'est que finalement, la réaction est très française. Moi, je reste convaincue que ce n'est pas en changeant de constitution que les choses vont forcément mieux. C'est-à-dire que de mon point de vue, c'est la maladie que nous avons eue depuis 1791. On en a eu beaucoup, on ne sait même plus les compter. On dit qu'on en a eu 11, 15, 18, selon qu'on prend les textes bizarres ou pas. Mais, oui, mais certes, si on compte les chartes... on a tout essayé et la preuve en est que finalement, ça ne fonctionne pas si mal que ça aujourd'hui. Ce n'est pas en changeant la Constitution qu'on réparera complètement la démocratie. Il y a une question que je voulais vous poser, Jean Garrigue, en tant qu'historien. Est-ce qu'on peut modifier une Constitution à froid ? À chaque fois qu'on a changé la Constitution en France, ça faisait suite à une crise, une vraie crise politique. 58 est un exemple très fort. On peut changer une Constitution à froid en créant une constituante, comme le propose la France Insoumise ? J'allais dire, ce serait presque préférable. Si vous changez une constitution, autant le faire dans des conditions qui vous permettent justement un débat national. Il faut voir que, par exemple, la Troisième République, elle a mis 5 ans à mettre en place ce qui n'était d'ailleurs pas une constitution, mais des lois constitutionnelles. Donc, au fond, on peut considérer que ça ne s'est pas fait trop à chaud. Bon, même s'il y avait une crise politique permanente. Mais d'ailleurs, quand on parle de la Troisième République, il faut bien voir que cette Troisième République, qui était un pur régime parlementaire, a parfois, d'abord, a constitué le socle de notre démocratie parlementaire, et deuxièmement, n'a pas toujours été un vecteur d'instabilité ministérielle. Clémenceau a gouverné pendant 3 ans, c'est-à-dire la longévité d'un gouvernement de la 5e. Un mot là-dessus, d'ailleurs, c'est intéressant, pardon, je vais continuer, mais le général de Gaulle critique la Troisième République durant la guerre, mais je rappelle quand même que nous avons fait la guerre avec un régime parlementaire, hormis la première année. Bon, je veux dire, donc c'est un contre-exemple. Donc la Troisième République, elle s'effondre tout de même dans une défaite militaire. Et la personnalité des présidents a beaucoup joué sous la Troisième. Si on avait des personnalités faibles, ils n'avaient aucun pouvoir. Il y a 2 solutions. Soit on la change, cette République, on en passe à une 6e, soit on la modifie, on la fait évoluer. Il y a eu 24 réformes constitutionnelles. Elle a beaucoup évolué. C'est pas une nature morte, cette constitution. Pour prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je pense que fondamentalement, la vertu de cette constitution de la Ve République, de ces institutions, c'est qu'elle prend en charge 2 aspects majeurs de notre culture historique, qui sont d'une part ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises, le tropisme bonapartiste, c'est-à-dire le besoin d'un pouvoir fort. Je me souviens que lorsqu'on a interrogé les Français pendant la campagne de 2017, je crois qu'ils étaient 80% à demander un pouvoir fort. Alors, est-ce qu'il faut toujours suivre la vox populi ? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans notre culture historique qui appelle à un pouvoir fort. Deuxième chose ? Et la deuxième chose, c'est ce qui fait la naissance même de notre démocratie, ce qui se passe sous la Révolution française, le besoin d'un contre-pouvoir et le besoin d'un parlement qui parlemente, qui délibère et qui fasse les lois. C'est-à-dire, en fait, 2 principes, celui de la verticalité et celui de l'horizontalité. Et il me semble que dans son ambiguïté, dans les défauts même de sa constitution, eh bien cette Ve République, elle arrive, bon an, mal an, avec toutes les modifications qui l'ont frappée, elle arrive à assurer ces 2 principes. Alors, je reviens à mon idée, puis, parce qu'on doucement mais sûrement, on arrive à la fin évidemment de ce débat. Il y a 2 solutions, on l'a fait évoluer, c'est pas une nature morte, je l'ai dit, elle a été modifiée 24 fois. Vous ambitionnez de la modifier une 25e fois, du côté de la République En Marche, avec bien sûr le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est à la baguette, et puis vous ambitionnez d'en changer. Alors, tout à fait. C'est tout à fait au cœur de notre ambition. Qu'est-ce qui peut nous convaincre de la modifier, de ne pas la changer ? Nous vivons un moment où nous devons faire en sorte que la crise politique qu'on a vécue et qui existe ailleurs en Europe ou dans le monde, avec une défiance vis-à-vis des institutions et une fracture de plus en plus grande entre les citoyens et leurs représentants, doit pouvoir aussi nous inciter à réfléchir aux règles du jeu. Pour autant, nous sommes très attachés, et je suis à titre personnel très attaché à cette Ve République. Et je rebondis sur ce que vous dites. Cette Ve République, il ne faut pas la changer, il ne faut pas changer la République, la Constitution. On ne change pas les règles du jeu, ça ne servirait en somme à rien. On nous propose la 6e. La 6e, je ne sais pas ce que ce serait que de plonger dans l'inconnu de la 6e République. Je sais aujourd'hui que nous avons un texte stable, un texte qui est équilibré, dans ses défauts aussi, mais qui justement nous permet d'avancer. Nous a réconciliés avec l'idée d'autorité, nous a réconciliés avec le fait que nous pouvions avoir un Parlement fort, je n'en démords pas, le Parlement peut avoir une capacité à exister, il s'agit ensuite d'une question de pratique politique. Mais le texte qui a 60 ans,
on comprend bien qu'on doit pouvoir l'adapter au monde dans lequel on vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir aussi considérer qu'on incorpore au bloc de constitutionnalité des notions nouvelles. La lutte pour l'environnement et contre le changement climatique, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de l'engagement, un certain nombre de notions qu'on peut incorporer. On la réactualise d'une certaine manière dans votre esprit. Qui sont des notions du temps dans lequel nous sommes, du monde dans lequel nous vivons, mais ce qui ne doit pas nous inviter à changer l'équilibre des pouvoirs. Il faut raccourcir le temps législatif, bien sûr. La procédure parlementaire est trop longue. Lorsqu'un ministre fait une annonce sur un perron, il se passe souvent 2 ans jusqu'à ce que la mesure soit effective dans le quotidien des Français. Ça, ce n'est plus acceptable pour les Français, ce n'est plus compréhensible. Il faut qu'on puisse s'adapter au monde plus rapide, plus compressé dans lequel nous vivons. C'est important, tout en respectant, évidemment, les équilibres des pouvoirs. Donc oui à l'adaptation, parce que le monde de 2018 n'est pas le monde de 1958, mais non au basculement dans la 6e République. On n'est pas obligé soit de vouloir retrouver les errements de la 4e ou de la 3e, soit de tomber dans l'inconnu de la 6e. Il nous reste 4 minutes environ. Alexis Corbière, est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous dire, voilà, la 6e, pour moi, dans mon esprit, dans notre esprit, nous, France Insoumise, voilà, c'est ça. L'architecture, c'est ça. Par définition, ce que je souhaite, c'est un débat constituant. C'est-à-dire qu'on redonne la parole au peuple, et je pense que dans ce débat constituant, on se refondra, y compris comme nation politique, de quel droit nous voulons ensemble. Alors, moi, là-dedans, comme France Insoumise, je porterai des idées, mais mon débat n'est pas de dire, voilà, clairement ce que j'apporte. Je pense qu'il faut des droits nouveaux, notamment le problème du citoyen. Quel contrôle le citoyen peut avoir aujourd'hui sur les élus? Et nous mettons dans le débat cette idée du droit de rappel qui a existé, c'est-à-dire le droit de révoquer les élus en cours de mandat si un certain nombre d'électeurs le demandent, qui permettait de créer un cercle vertueux, un contrôle, et arrêter souvent cette impunité durant le mandat de l'élu qui peut gouverner contre l'opinion. J'ai plus en tête une citation de François Hollande, mais qui était merveilleuse il y a quelques années, qui disait « Ce qu'il y a de bien dans la 5e République, c'est qu'on peut gouverner même si vous êtes impopulaire ». Et tout était dit. Donc derrière ce côté sympa, c'est quand même l'idée que je peux gouverner contre l'avis du peuple. Et moi, ça me pose problème. Alors une fois que j'ai dit ça, je pense qu'aujourd'hui, on a trop de pouvoir concentré sur le président de la République. On a un Parlement qui est faible, qui va être affaibli derrière l'idée sympa que les députés coûtent trop cher. Si on nous coûte trop cher, on va diminuer leur nombre, mais on va affaiblir le Parlement. Ça, c'est sûr, vous n'êtes pas pour la baisse du nombre de parlementaires. Oui, non, mais parce que moi, je peux... Pourquoi pas... Nous pensons que nous sommes trop nombreux. Mais très bien, ils disent aujourd'hui 400, pourquoi pas 300, pourquoi pas même 200 ? En quoi le nombre de parlementaires, hormis, j'espère que personne ne dit on va faire des économies, ce qui est la grande démagogie. Moi, je peux bien faire des économies, y compris sur le traitement de la présidence de l'Assemblée, sur beaucoup d'autres choses, mais qu'on explique aux Français pourquoi, alors qu'il y avait déjà 577, je parle sous votre contrôle, députés quand il y avait 40 millions d'habitants, aujourd'hui à 66 millions, il faudrait baisser le nombre de députés. Mais quelle démagogie, alors que ce qui m'intéresserait, c'est quel pouvoir le citoyen a sur ses élus. Le droit de révoquer, et après la règle verte, etc. Bref, j'ai dit attention, la crise, elle est là, on peut ne pas la voir. Mais pour quelle raison chaque président élu, au bout de 12 mois, tombe dans une grande impopularité, ce qui explique pourquoi le peuple dit « ils sont impuissants, je veux un pouvoir fort ». Et attention, parce que le pouvoir fort peut être demain un pouvoir qui n'est pas la fermeté que propose la France Insoumise, mais une fermeté beaucoup plus xénophobe, autoritaire, ce qui n'est pas mon projet. Bon, est-ce qu'elle a encore une longue vie devant elle, avec votre regard à vous, Anne Levade, cette 5e République, ou alors il va falloir en changer, et il y a des alternatives possibles qui commencent à émerger dans la société française, parmi les responsables politiques français, tels qu'Alexis Corbière? Des propositions ou des projets de 6e République, rédigés ou non, c'est-à-dire le principe d'une constituante ou déjà des textes rédigés, on en voit depuis maintenant de nombreuses années. J'allais dire que presque dès la rédaction de la Constitution de 58, certains voulaient déjà un autre régime. Donc en soi, ça n'a rien d'exceptionnel. Moi, j'ai quand même le sentiment, et c'est indépendant même du nombre de révisions, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que beaucoup de révisions parmi les 24 sont liées aussi à des conventions internationales qu'on a ratifiées. Convention européenne, le traité sur la Cour pénale internationale, etc. Donc il y en a déjà un bon tiers qui concerne ces sujets-là. Les vraies réformes institutionnelles, il y en a eu moins, quantitativement, que 24. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a le sentiment que, en tout cas depuis les 15 dernières années, chaque président de la République veut sa révision. Ce qui est intéressant parce que ça montre aussi que la Constitution a pris peut-être plus d'importance encore dans le jeu politique qu'auparavant. Je ne suis pas sûre que toutes les révisions soient absolument indispensables. Parfois, il y a une part symbolique dans la révision qui est faite. En revanche, à la question est-ce qu'elle devrait durer, je pense que oui, il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse pour céder la place
j'espère que personne ne m'en voudra, à une 6e République à brève échéance. Et la dernière révision constitutionnelle, sous votre contrôle, c'était 2008, Nicolas Sarkozy, la moitié des articles de la Constitution ont été modifiés. C'était une modification importante. Hein. Qui tentait de rééquilibrer. Parfois à la marge, il y avait la des moitié des ajouts, articles ont été législatifs. Encore une longue vie pour la 5e, c'est vous qui avez le mot de la fin, hein, Jean-Garry. C'est très difficile Encore une longue vie de ou pas le dire. Moi, bah oui. Dans l'état actuel des choses, elle a une longue vie, à condition qu'elle sache se réviser, se réformer et faire de vraies réformes. Parce que je ne suis pas sûr que la réduction du nombre de parlementaires, ça fasse partie. C'est une réforme qui sera populaire, peut-être, mais ça n'est pas là que ça se situe. Il faut donner plus de pouvoir au Parlement, pouvoir de préparation des lois et de contrôle du gouvernement. C'est là qu'on pourra rééquilibrer ce qui est quand même aujourd'hui un excès de pouvoir de la fonction présidentielle. Vraiment un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. On fêtait, on célébrait, hein, on va plutôt dire utiliser ce terme-là, les 60 ans de la 5e République sur ce droit de suite ce soir. Vos réactions, #DDS, bien sûr, notre adresse Twitter. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.